Paris est déclarée ville ouverte et les troupes allemandes y entrent triomphalement le 14 juin 1940. Le gouvernement a lui-même quitté Paris pour se réfugier à Bordeaux sous l'autorité du maréchal Pétain, auquel son statut de vainqueur de Verdun assure un prestige incomparable. Dans l'ombre de Pétain, Laval manœuvre avec habileté pour redevenir ministre d'État et abattre en quelques semaines les derniers remparts de la République. Hitler triomphe et se pavane avec jubilation au Trocadéro, où la croix gammée a remplacé le drapeau tricolore. Dans une France désormais coupée par une ligne de démarcation en deux zones, la zone occupée au nord de la Loire et la zone libre au sud, Laval milite pour que le gouvernement s'installe au centre du pays, à Clermont-Ferrand. En fait, c'est un peu par hasard que Pétain choisira Vichy, ville d'eau un peu endormie, comme siège du nouveau gouvernement français. Les deux assemblées réunies, Chambre des députés et Sénat, accorde les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui désigne aussitôt Laval comme son dauphin. Pour Laval, c'est l'heure de la revanche. Écarté du pouvoir en 1936 par le Front populaire, il était prêt à toutes les concessions pour y revenir, y compris servir l'occupant dans l'ombre du maréchal. Dans ce royaume d'opérette, qui est devenu la vieille cité thermale de Vichy, les ministères s'installent l'un après l'autre dans les hôtels autrefois dévolus aux curistes. L'hôtel du Parc marque le centre de cette cité nouvelle. C'est là qu'au retour de chacun de ses voyages, le maréchal vient reprendre la lourde tâche de rebâtir tout ce qui, dans ce pays, menaçait ruine. Le pouvoir et l'administration vivent ici en meublé. Et nous voici devant l'hôtel thermal, où s'est installé le général Hunziger, ministre secrétaire d'État à la guerre. De la guerre, passons à l'aviation. L'hôtel radio, où se sont organisés les services de l'air, présente la même disposition, les mêmes inconvénients que tous les immeubles du même genre changés en ministères. Les portes de communication se dissimulent dans les penderies. Les armoires servent de classeurs. Les tables de chevet de coffre-fort. Voilà Vichy, où chaque soir, après une journée de soucis et de labeur, un homme droit et tranquille rentre au pavillon Sévigné comme un bon ouvrier après sa dure journée. L'ouvrier qui rebâtit la France, Pétain. Parmi les premières mesures prises par le gouvernement de Vichy, l'épuration massive de tous les démocrates dans l'administration, le démantèlement de la franc-maçonnerie et les premières lois anti-juives de octobre 1940. Au nom de cet antisémitisme d'État, les Juifs sont exclus de la fonction publique, de la presse et du cinéma. Pierre Laval n'est pas à l'origine de ces mesures, mais il laisse faire, même s'il organise avec l'aide de son gendre René de Chambrun, une filière pour permettre aux intellectuels juifs en danger de gagner les États-Unis. En fait, la passivité de Laval devant les exigences des occupants allemands s'explique par une soif du pouvoir forcenée. Laval prépare l'avenir, un avenir qu'il imagine volontiers sans Pétain, pour lequel il n'éprouve plus désormais que compassion et mépris. Avec son vieil ami d'avant-guerre Otto Abetz, il réussit à monter en octobre 1940 la rencontre de Montoire entre Pétain et Hitler. Film saisissant où le grand soldat que le monde entier admire se montre devant le vainqueur aussi grand qu'il fut héroïque au jour sombre de l'armistice. Accompagné par M. von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, le chef de l'État va s'entretenir de la reconstruction de l'Europe avec le Führer chancelier dont les paroles d'accueil rendront hommage à sa valeur, à son courage, à sa sagesse. Dans l'ombre de Pétain et sans son accord, Laval suscite également une rencontre en gare d'Andaille entre Hitler et Franco. Loin de lui profiter, cette initiative va au contraire coûter très cher à Laval. Furieux, Pétain a l'impression d'avoir été manipulé. S'appuyant sur ceux des ministres qui lui sont tout dévoués et qui détestent Laval, il le fait arrêter
et conduit en résidence surveillée à Châteldon. Les Allemands et Otto Abetz n'ont guère apprécié cette soudaine démonstration d'autorité de Pétain. Ils vont s'employer à ramener Laval au pouvoir, malgré une impopularité croissante et malgré l'opposition du maréchal, qui ne veut pas entendre parler d'un retour aux affaires de son ancien président du Conseil. Un incident dramatique va précipiter la résurrection politique de Laval. Le 27 août 1941, il assiste à la cérémonie célébrant le départ pour le front russe du premier contingent de la LVF. La LVF, la Légion des volontaires français, créée par les ultra-collaborationnistes de Marcel Déat pour lutter contre le bolchevisme. C'est cette minute même qu'un misérable a choisi pour attenter au jour du président Laval. Grièvement blessé par un exalté d'extrême droite, Laval s'en sort par miracle. Au cours de sa longue convalescence à Châteldon, Laval craint d'être écarté définitivement du pouvoir. Il envisage même de partir aux États-Unis lorsqu'il est contacté par le maréchal Göring, qui l'assure que Hitler considère son retour comme essentiel pour les bonnes relations franco-allemandes. Flatté, Laval hésite pourtant pendant plusieurs semaines à revenir au pouvoir aussi visiblement imposé par l'occupant nazi. Mais la rage de gouverner, la revanche à prendre sur Pétain et la conviction que sa présence à la tête de l'État peut éviter à la France des souffrances supplémentaires lui font accepter la charge de former un nouveau gouvernement. À l'appel du maréchal, le président Pierre Laval a formé un nouveau ministère pour répondre aux nécessités de la politique extérieure et intérieure du pays. Le président Pierre Laval, en plus de sa fonction de chef de gouvernement, il dirigera les ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de l'Information. En clair, Laval regroupe désormais sous sa seule autorité tous les pouvoirs. Il a désormais plus de pouvoir que n'en a jamais eu aucun homme politique en France. Pour permettre la libération des soldats français encore prisonniers en Allemagne, et pour donner des gages aux Allemands qui ont un urgent besoin de travailleurs pour leur effort de guerre, Laval propose le principe de la relève. Un prisonnier libéré pour un travailleur français partant librement en Allemagne. Dans tous les centres où ils se sont ouverts, les bureaux d'inscription des travailleurs pour l'Allemagne ont vu affluer les volontaires. L'appel à la grande relève a été compris. Grâce à ces départs, des milliers de prisonniers retenus jusqu'ici sur la terre étrangère reverront leurs familles. La grande relève est commencée. En fait, malgré les efforts de propagande déployés par les services de Laval, malgré la promesse d'un salaire bien supérieur à ceux pratiqués en France, les ouvriers renâclent à partir en Allemagne. Quelques milliers seulement se sont présentés dans les bureaux d'embauche. On est bien loin des 350 000 travailleurs souhaités par les Allemands. Pourtant, la propagande Staffel veille à donner une large publicité à l'arrivée des premiers trains. Mais voici le président Laval accompagné des représentants des autorités occupantes. Le chef du gouvernement a tenu à assister lui-même à cette première rencontre des hommes qui partent et des hommes qui reviennent. Vive le maréchal! Je viens au nom de la France et de son chef, le maréchal, accueillir les prisonniers rapatriés et remercier les ouvriers qui ont permis leur libération. C'est ainsi que la relève a commencé. Vive la France! Vive la vache! Vive la vache! Vive la vache! C'est pour complaire aux autorités allemandes, et sans en référer à Pétain, que Laval lance à la radio le 22 juin 1942 cette phrase terrible. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Une phrase lourde de conséquences qui le poursuivra jusqu'à son procès en 1945. Dans le même temps, l'été 1942 voit se développer une terrifiante propagande antisémite dans la presse, dans le cinéma comme dans la chanson. Cette campagne est de toute évidence destinée à anesthésier l'opinion publique face au durcissement des mesures anti-juives, en particulier le port de l'étoile jaune, imposé à tous les juifs âgés de 6 ans et plus.
Une campagne qui culmine avec la fameuse exposition Le Juif et la France. Certes, Laval n'en est pas l'initiateur, mais il ne fait rien pour s'y opposer. C'est pendant l'été 1942, justement, que René Bousquet, nommé chef de la police par Laval, met au point les grandes rafles de Juifs, en particulier la rafle du Veldiv. Dans la nuit du 16 juillet 1942, des dizaines d'autobus parisiens sont réquisitionnés. C'est la police française, aux ordres de Laval et Bousquet, et elle seule, qui procède à l'arrestation des familles juives. Pas moins de 9000 policiers français sont mobilisés pour incarcérer 12 000 juifs. Après un bref séjour au Vélodrome d'hiver, les juifs arrêtés sont conduits à Drancy, une cité HLM en construction, où ils sont parqués dans des conditions inhumaines, sous la surveillance de gendarmes français. Ils sont ensuite embarqués dans des wagons de marchandises, comme des animaux. Aux questions des policiers français, les soldats allemands ont ordre de répondre que les convois partent pour la Pologne, où doit être créé un État juif. Difficile à croire. Pourtant, Laval et Bousquet se contentent de cette réponse qui doit leur épargner bien des troubles de conscience. Peu à peu, Laval est amené à céder sur tous les plans face à des autorités allemandes de plus en plus exigeantes. Il va même aller bien au-delà de la demande nazie en proposant de déporter désormais aussi les enfants de moins de 16 ans. Cynisme ou inconscience, Laval va jusqu'à affirmer que c'est une décision humanitaire pour ne pas séparer les enfants de leurs parents. Mais ces concessions ne réussissent pas à masquer l'échec à peu près total de la relève. Les autorités allemandes en arrivent à imposer en septembre 1942 le STO, service du travail obligatoire. Et c'est dans des trains gardés jusqu'au dernier moment par les gendarmes que l'on embarque pour l'Allemagne les travailleurs réquisitionnés. L'image de Laval se dégrade encore à la fin de l'année 1942, à cause du STO, à cause de la déportation des Juifs, qui choque de plus en plus de Français, à cause de la pénurie alimentaire, à cause du développement du marché noir. Laval est de plus en plus détesté. Les murs se couvrent d'inscriptions qui le traitent de collabo, de menteur et d'assassin. Parallèlement, la résistance se développe. Puissamment soutenue par les communistes qui, depuis la rupture du pacte germano-soviétique, sont devenus le fer de lance de la lutte contre l'occupant, sabotage spectaculaire de trains allemands, attentats meurtriers contre la Wehrmacht, mais la répression s'intensifie. Rafles, perquisitions, arrestations massives ne laissent aucun répit aux combattants de l'ombre, souvent extrêmement jeunes. Simulacres de procès, exécutions sommaires, parfois même sans jugement. En janvier 1943, Laval intensifie encore la répression contre la résistance avec la création de la milice pour remplacer une police en laquelle il n'a plus confiance. Miliciens, à vous! La milice, aux côtés de la Gestapo, va multiplier les exactions. Et Laval, l'ancien socialiste, l'éternel pacifiste, on est réduit à passer en revue les baroudeurs fascistes en chemise noire, parfois même à couvrir leurs crimes. Se sentant de plus en plus impopulaire, Laval lance en 1943 un appel pathétique à la compréhension des Français. Tout mon effort est uniquement inspiré par le souci que j'ai de défendre mon pays. Mais dans ma tâche ingrate
difficile, redoutable. J'ai besoin de votre compréhension et de votre concours. L'Allemagne, elle, vient de faire un effort de compréhension. Si les Français me comprenaient mieux et voulaient m'aider, je suis sûr que je pourrais leur apporter d'autres soulagements et de nouvelles raisons d'espérer. L'effort de compréhension des Allemands dont se félicite Laval, c'est la suppression de la ligne de démarcation. Il s'agit d'un assouplissement très large de la ligne de démarcation qui subsistera en tant que ligne de partage entre les deux zones, mais qui disparaît en tant qu'elle constituait une entrave à la liberté de circulation. Désormais, plus d'Ausweis, plus de formalités, une simple carte d'identité. En fait, la fin de la ligne de démarcation va surtout signifier la fin de la zone libre. Désormais, les Allemands occupent la totalité de la France et les Panzers font leur entrée dans Marseille. J'ai fait cette politique pour atténuer pour notre pays les conséquences de notre malheur. Et j'ai fait cette politique parce que j'ai le sentiment qu'un continent est en train de s'organiser et que la France doit s'intégrer librement dans la nouvelle Europe. Ayant obtenu une rencontre avec Hitler en Bavière, Laval se rend vite compte que dans le projet nazi de Nouvelle Europe, la France n'est plus que quantité négligeable. Il revient extrêmement déçu de son entretien avec le Führer.